Bonjour à tous, bienvenue à Médias en scène. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau débat. Je suis Antoine Baillet, je suis journaliste, je travaille à l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, au nom de toute l'équipe de Médias en scène, de France Info, de tous les partenaires de l'événement. Je suis ravi de vous accueillir. On est ici à Paris, en direct de la Maison de la Radio. On va passer 30 minutes à se demander si les médias représentent encore la société. Je vais vous présenter tout de suite nos invités. Bonjour Julie Joly. Bonjour. Vous avez longtemps été journaliste à l'Express, notamment. Depuis une dizaine d'années, vous dirigez une des plus importantes et des plus reconnues écoles de journalisme en France, le Centre de formation des journalistes, alias le CFJ. Comme on est chez Radio France, les présentations ne seraient pas tout à fait complètes si j'omettais de dire que vous êtes également membre du comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes de Radio France. C'est un comité qui est composé de personnalités extérieures et qui donne donc un avis motivé, renseigné sur ces questions de pluralisme de l'information. Dominique Régnier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po Paris. Ça fait qu'on peut dire que vous êtes un politologue. Vous êtes également engagé dans la vie des idées. Vous êtes le patron de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Alors, je n'ai pas de lien avec Radio France à mentionner. En revanche, les présentations ne seraient pas tout à fait complètes si je ne disais pas que vous avez également tâté de la politique en tant que telle. Vous avez été conseiller régional et surtout candidat en décembre 2015, si ma mémoire est bonne, au régional pour l'UMP dans la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Dernier élément important, les commentaires sont ouverts, des questions-réponses sont possibles pour vous dans l'audience. Elles arrivent ici, sur cette tablette. Je les poserai soit au fur et à mesure, soit à la fin du panel. On verra cela. Première question, pour peut-être se poser un petit peu la question et identifier quel est le problème dont on va se parler. Est-ce que, par rapport à la question qui est posée, vous avez l'impression qu'en fait, les médias auraient un jour déjà représenté la société d'une manière ou d'une autre? Peut-être Julie Joly, en premier lieu? Alors, c'est la bonne question. D'abord, est-ce que les médias doivent représenter la société? Moi, je commencerai par ça parce que l'idée, c'est qu'un journaliste ne se représente pas lui-même. Quelle que soit la composition d'un média, un journaliste n'est pas censé parler de lui. Quand Albert Camus traite de la guerre civile espagnole, il n'a pas besoin d'être espagnol. Donc, non, les médias n'ont jamais été peut-être représentatifs dans toute la qualité de la société. En revanche, il s'efforce aujourd'hui de représenter les sujets qui animent la société. Et je dois dire que là-dessus, il y a eu quand même beaucoup de progrès. Enfin, si je dois parler à l'échelle du CFJ, le CFJ a été créé en 1946 pour créer une école professionnelle qui applique des pratiques de rigueur, d'indépendance, pour justement représenter mieux les sujets de société et ne pas être le porte-parole du gouvernement et du pouvoir. Donc dans ce sens, ça fait 46, depuis 1946, ça fait plus de 70 ans que ça a lieu. On n'est pas les seuls à faire ça. Donc je pense que ce travail sur les sujets de fond, de société, existe. Sur la question de la représentativité des médias, Dominique Régnier, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les médias représentent la société? Oui, non. Et par ailleurs, est-ce qu'il y a une évolution sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez l'impression que les médias représentent plus, moins, mieux? Et pour quelles raisons y aurait-il eu une évolution sur ce sujet? C'est vrai qu'il faut se méfier de l'idée d'un paradis perdu parce que c'est souvent des reconstructions. Malgré tout, il me semble qu'il faut tenir compte du contexte historique dans lequel on se situe. Alors je vais prendre deux caractéristiques fortes. Disons, parce qu'on est obligé, même si une demi-heure c'est du temps, d'aller quand même assez vite sur l'argumentation, disons que dans les décennies précédentes, on avait une société, je veux dire depuis 1945 jusque dans les années 90, grosso modo, on avait une société sûre d'elle-même, en pleine évolution favorable, où tout un tas de questions ne se posaient pas, ou pas de manière angoissante.
Et donc le fait que les médias représentent la réalité de manière plus ou moins fidèle ne s'éprouvait pas comme une sorte de perte ou de manque. Parce qu'on pouvait, dans sa propre vie, au fond, s'orienter soi-même, avec plus ou moins de succès, mais on y arrivait. Là, depuis que nous sommes rentrés, alors en gros, c'est les années 90, dans une société beaucoup plus fragile, beaucoup plus menacée, dans un monde difficile à comprendre qui nous rend très perplexes. Moi, je parle même de risque d'insécurité existentielle. On va s'accrocher davantage à ce que nous disent les médias parce qu'on n'a pas beaucoup d'outils. Si on est un simple citoyen, on n'a pas beaucoup d'outils. Et donc là, on peut éprouver davantage des écarts par rapport à nos attentes ou bien à ce que l'on perçoit. Et puis le deuxième grand changement, tout le monde a à l'esprit quand on dit ce genre de choses, et c'est tout à fait important, c'est qu'il y a une offre concurrente qui sont les réseaux sociaux. Je n'aime pas cette formule parce qu'elle les valorise excessivement de mon point de vue. On dit les nouveaux médias, mais c'est aussi très valorisant. Donc il faudrait trouver une désignation qui serait plus neutre et qui les chargerait moins a priori d'une légitimité qui fausse un peu, je pense, le jeu. Mais ces réseaux sociaux, ce monde-là, il offre sa propre vision. Il ne peut pas toujours se tromper puisque c'est beaucoup de monde qui... Moi, je parle de l'ère de l'individu média. Chacun peut être un petit média, on le voit, c'est un tas de sujets autour de ça. Et donc, je vois à travers tout cela un monde qui, en effet, peut être le mien. Mais quand ça n'est pas le monde que représentent les médias professionnels, avec des journalistes de métier, eh bien, je peux avoir tendance à penser que, ce qui est un peu ce qu'on constate souvent aujourd'hui, je peux avoir tendance à penser qu'il y a une vérité qui m'est cachée, que mon expérience confirme, et qu'au fond, je trouve auprès des médias, et pas des immédiats, pardon, et pas des médias, des immédiats, ceux qui sont là, sans écart avec moi-même, les réseaux sociaux, mon voisin et ceux que je ne connais pas autour de moi, j'ai plus d'informations ou d'empathie qu'avec les médias qui sont entre les mains de professionnels. Donc c'est un peu ça, je pense, qui nous amène à reconsidérer aujourd'hui la situation. On va se poser peut-être une vraie première question sur la manière de savoir comment les médias peuvent mieux représenter la société avec des sujets qui vont être beaucoup plus peut-être concrets, beaucoup plus immédiats. Julie Joly, dans une école comme le CFJ, vous avez commencé un petit peu à nous expliquer, mais j'aimerais qu'on soit très concret, que vous nous expliquiez comment on fait pour accélérer, pour favoriser les diversités, la diversité sociale, la diversité de genre, la diversité religieuse. Comment ça marche aujourd'hui quand on est confronté à des promos de 50-55 étudiants? Comment on s'y prend pour favoriser cet accès plus divers à la profession de journaliste? C'est une vraie question à laquelle sont confrontées les écoles, je dirais, depuis une dizaine d'années. Plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire avant que j'arrive, hein, je n'ai pas ouvert cette question-là. Et oui, il y a plusieurs moyens de jouer sur cette diversité. Alors lesquels? La première, c'est de casser l'homogénéité des parcours. C'est de faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes filières qui aboutissent au métier de journaliste. Donc il faut aller chercher des étudiants dans d'autres filières. Ça veut dire que les questions posées au concours doivent être beaucoup plus larges. Donc très concrètement, nous, au CFJ, on a... arrêter le concours écrit sur la culture générale, non pas parce qu'on ne croit pas à la culture générale, mais parce que la culture générale sur laquelle on les interrogeait était en fait extrêmement homogène. Donc on préfère les laisser nous raconter leur parcours et mesurer la diversité à ce moment-là, et puis à l'oral, les interroger sur leur compréhension du métier, de l'actualité, et donc repérer chez les uns et les autres des caractéristiques, des caractères qui feront d'eux des bons journalistes ou des bonnes journalistes. Première chose, donc on peut changer les épreuves du concours d'entrée. Ensuite, on a joué, nous, depuis 10 ans, sur l'apprentissage, qui n'était pas vraiment un domaine très répandu dans les médias. C'était réservé aux métiers très techniques. C'était pas très bien vu en France. Et en réalité, aujourd'hui, ça explose dans plein de métiers d'enseignement supérieur. Donc, au CFJ, on a un tiers d'apprentis. Ça fait quoi? Ça fait qu'on a des étudiants qui sont, des apprentis en l'occurrence, qui sont à la fois dans les manettes, sur le terrain de l'entreprise, du média et à l'école, donc avec une vraie maturité, avec une envie de faire les choses qui est beaucoup plus concrète, et puis des gens qui n'auraient pas pu se payer l'école peut-être sans ça. Donc on a évidemment plus de boursiers, etc. Donc ça, c'est la mécanique qui fonctionne dans beaucoup d'écoles. Moi, je dirais aussi qu'il faut que les instances, la gouvernance des écoles, soient beaucoup plus ouvertes. Donc ça veut dire...
les conseils d'administration, les intervenants, les gens qui viennent à l'école doivent représenter toute cette diversité-là aussi. Donc évidemment la parité, pour commencer, et puis qu'il y ait toutes les idées existent et coexistent. Alors quand on dit toutes, c'est pas être toutes, mais qu'elles aient chacune leur place. Et on a eu ces questions concrètement qui se sont posées à l'école quand on a eu des gens au concours, admis au concours avec des pratiques religieuses, des idées politiques, des parcours d'apprentissage extrêmement éloignés de ce qu'on connaissait et qui ont trouvé leur place à l'école. Concrètement, je suis un ou une étudiante voilée qui passe le concours du CFJ, j'arrive à l'oral. Il se passe quoi dans la tête du jury, dans la tête après ça peut-être de l'école? Est-ce que c'est une question que l'on se pose aujourd'hui? Oui, non, et voilà, oui ou non? Déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas d'étudiants voilés qui arrivaient à l'oral des concours d'école de journalisme. Et effectivement, elles arrivent depuis quelques années. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça prouve qu'il n'y a pas d'autocensure. Et voilà. Et ben, c'est ces produits, bien sûr, au CFJ et dans d'autres écoles. Ces jeunes femmes sont rentrées à l'école. Donc il n'y a absolument pas de discrimination. En revanche, oui, ça pose des questions, et qui sont des questions dont on peut voir des solutions. Mais la première question, c'est est-ce que les médias pourront les accueillir et les faire travailler? Nous, on est des écoles professionnelles, comme on l'a dit, voilà, on veut leur insertion. Quand des médias recrutent en apprentissage une étudiante voilée, on sait que la question est d'abord celle de la qualité journalistique de nos étudiants. Point. Il faut qu'on s'arrête là. Si la même étudiante voilée ne pouvait pas trouver sa place dans un média ou faisait mal son travail, elle ne serait peut-être pas journaliste, mais ce n'est pas lié à son voile. Et ça, là-dessus, bien sûr qu'on s'est posé ces questions-là la première fois. À l'épreuve des faits, on se rend compte que ça nous fait beaucoup avancer. Ça ne veut pas dire que toutes les étudiantes voilées ou tous les étudiants issus de la diversité se comporteront de la même manière. Et aujourd'hui, par rapport à la question des médias et des débouchés, force est de constater qu'effectivement, par exemple, certains métiers du journalisme, la présentation audiovisuelle, je ne connais pas de présentateur voilé. Je ne sais pas quelle serait la réaction d'un média en France face à cette question. Donc j'imagine que ce sont des questions aussi qui vous interpellent à ce moment-là. Bien sûr. Et on l'a posé, nous, à notre conseil d'administration, qui était très, très partagé quand on a eu ces cas-là. Parce que certaines rédactions ont des chartes qui leur interdisent le port de tout signe religieux, quel qu'il soit, visible, au sein de la rédaction. Et d'autres rédactions, et je peux citer l'AFP en l'occurrence, qui a recruté notre étudiante en apprentissage, sont autorisées à recruter des étudiants portant un signe religieux. Donc vraiment là-dessus, c'est des politiques internes. Le débat est très difficile en France, mais je pense qu'il progresse. Voilà. L'un des enjeux, c'est peut-être aussi de faire en sorte que les médias soient un peu moins parisiens, quelque part, dans leur composition. C'est un peu de ça dont on est en train de se parler. Dominique Régnier, quel regard vous portez sur ce que vient de nous raconter Julie Joly? Et par ailleurs, quelles pistes, peut-être, pour rendre les rédactions dans leur ensemble moins parisiennes? Alors, chacun le sait, on est dans un pays très centralisé, aux autorités parisianisées. Mais plus largement, moi, ce qui me frappe, c'est, et je ne crois pas là que ce soit le propre de la France, mais il y a une difficulté qui est que les métiers de parole, les professeurs, les journalistes, les politiques, etc., ceux qui produisent du contenu sont de manière excessivement homogène, issus d'une culture non seulement urbaine, mais métropolitaine. Donc c'est plutôt les grandes villes ou les très grandes villes. Dans un pays comme la France, si on prend les villes de plus de 100 000 habitants, ça représente à peu près 12% des électeurs, pour donner une comparaison. Mais c'est cependant de ce biotope très particulier et très, très, très minoritaire, c'est de ce biotope-là que va partir tout le contenu de tous les tuyaux qui parlent de la société, qui disent au nom de la société ce qu'elle est, etc. Et je pense qu'il y a, là encore, dans les époques de routine où les choses vont bien, où chacun se retrouve à sa place, où atteint l'objectif qu'il va atteindre, ça n'est pas un problème. Quand ça commence à dysfonctionner, quand les tensions sur l'allocation
l'exploitation des ressources se font plus graves, et nous y sommes, ça ne va plus. On se trompe de discours, on se trompe d'interlocuteur, on se trompe de regard, où on a le sentiment qu'on ne vous regarde pas, qu'on regarde au-dessus, qu'on regarde à côté, que vous n'êtes pas digne d'être regardé, et déboulent les gilets jaunes que vous n'avez pas du tout anticipé parce que vous ne saviez pas qu'on pouvait à ce point dépendre de la voiture, vous ne saviez pas qu'on pouvait être susceptible aux 80 km/h, susceptible au sens de susceptibilité, hein. Vous ne saviez pas que vous pouviez réagir aussi fortement parce qu'on a augmenté la taxe carbone, parce que vous ne connaissez pas cette vie qui est pourtant, si on prend un pays comme la France, la vie que mènent la plupart des Français. C'est une question qu'on vient de recevoir à l'instant. Je vais vous la lire et elle est exactement sur ce thème. Que pensez-vous de la critique d'un entre-soi du journalisme parisien ? Entre-soi, journalisme parisien sont les termes qu'on vient d'employer. Donc, que pensez-vous de cette critique qui conduit à laisser de côté certaines catégories de la population, par exemple l'invisibilité des agriculteurs, la crise des gilets jaunes qui n'a pas été anticipée. Donc, c'est exactement la question qu'on était en train de se poser. Voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est deux exemples qui sont bons. Les gilets jaunes, ça fait autorité comme exemple, je dirais. Les agriculteurs aussi, de mon point de vue, parce que c'est un métier qui n'est pas présent. D'ailleurs, ça m'a frappé pendant la crise sanitaire. Je comprends très bien, tout le monde comprend qu'on ait applaudi le personnel soignant. C'était la moindre des choses, en quelque sorte, même si ça ne suffisait pas. Mais on n'a pas eu l'idée d'applaudir les agriculteurs ni les routiers, par exemple, qui nous ont tout simplement permis de nous nourrir, ce qui n'est pas moins important. Les journalistes, d'ailleurs. Oui, vous pourriez dire les journalistes, mais à la limite, si vous voulez, si on raisonne, c'était un peu ça l'idée. L'idée, c'était les soignants, c'est la vie. On peut dire que c'est vrai, ça. Mais l'alimentation aussi, ceux qui ont fourni de l'eau à nous tous, de l'électricité à nous tous, etc., on n'y pense pas. C'est des métiers fondamentaux qui sont, on peut dire, comme naturalisés, et on ne les représente pas, et même parfois on les représente mal. On parle de l'agribashing, par exemple, pour les agriculteurs. On les représente mal, on parle mal de ce qu'ils font, on ne les connaît pas. Et dans la société, indépendamment des agriculteurs, vous avez le monde rural, par exemple, ne se sent pas aimé, pas représenté, pas considéré. Donc ça signifie, mais c'est plutôt pour, une question pour joli, ça, parce que ça signifie qu'il faudrait arriver à avoir dans les écoles des jeunes gens qui sont issus de la France rurale. Je ne sais pas comment ça marche, mais moi, je suis originaire de Rodez. C'est 25 000 habitants. Je suis arrivé à Sciences Po, j'étais paumé, etc. Donc il doit bien y avoir des gens comme ça qui ont fait ça. Je ne peux pas être le seul. Donc comment on fait pour avoir des personnes qui non seulement sont diverses par les raisons que vous avez données, mais aussi par le milieu, je dirais, urbain dans lequel elles ont pu grandir. Sur le comment, on a une question qui est exactement liée à ce dont on est en train de se parler, autour du mot peut-être magique, du mot oni, je ne sais pas, des quotas. Les quotas sont-ils une fausse bonne idée ? La discrimination positive aussi. Donc j'ajoute à la question de Dominique Régnier ce mot de quota sur le comment agir. D'abord, pour répondre sur est-ce qu'il y a des enfants de paysans dans les écoles de journalisme ? Il y en a. Alors, vraiment, et d'abord, il y a des écoles de journalisme dans des villes de Provence. Il y a 14 écoles reconnues en France, dans toute la France. Les étudiants de ces écoles font des stages tous les ans, pendant 2 mois, des stages payés dans tous les médias locaux, régionaux de France. Donc, c'est pas vrai de dire qu'ils ne viennent pas de ce territoire-là, ce terrain-là, et qu'ils n'y vont pas. Franchement, ça a beaucoup changé. Mais alors, pourquoi l'agriculture est si mal représentée ? Ouais. Si desservi, si détesté dans les médias, c'est frappant. Ce qui n'était pas le cas, c'est nouveau, hein, ça fait 20 ans à peu près. Ça. Pourquoi cette bascule ? C'est un peu comme la culture économique en fait, des journalistes. Ça pose un peu la même question. La culture, c'est pas tellement enseigné à l'école, en fait, au-delà du milieu social. Il y a un problème de connaissance des facteurs industriels, des enjeux, de la santé. Enfin, on voit bien. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, et on n'est pas les seuls, on essaie de recruter des étudiants qui viennent de ces parcours scientifiques, qui viennent de ces parcours... Et pourquoi pas recruter des gens qui viennent de l'agro, hein, moi, j'en rêverais. Ils ont des très belles carrières ensuite. Donc, c'est ça la question. C'est ce qu'ils ont appris à l'école aussi, en dehors de la pratique du métier. Pour revenir au quota, moi, je pense qu'il faudra le faire si on n'y arrive pas autrement, très clairement. Enfin, il y a un moment où il ne faut pas qu'on s'enferme et qu'on se mente. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que
avec ces nouvelles formes de recrutement, avec ces écoles qui s'ouvrent et vraiment qui n'ont plus rien à voir avec ce que c'était il y a 15 ou 20 ans. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, j'étais entourée d'étudiants de Sciences Po, enfin, il faut le dire. C'était Sciences Po, le SJ, le CFJ recrutaient que des Sciences Po et des IEP, etc. Aujourd'hui, Sciences Po continue à avoir une école qui est excellente, mais il y a d'autres écoles et bien d'autres profils. Et on a dans les écoles des étudiants avec des handicaps, toutes les configurations possibles de LGBT, toutes les couleurs possibles, etc. Donc, après, est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a suffisamment pour qu'elles soient présentes à l'antenne, pour qu'on les voit? Moi, je me méfie beaucoup de la représentativité visible. Parce qu'elle existe, en fait, dans les rédactions. Mais est-ce que c'est celle qu'on voit le plus? Je ne sais pas. Donc, je pense que je me méfie aussi des médias qui me disent, et je l'ai déjà raconté, qui m'appellent en me disant Julie, il me faut un journaliste noir. Voilà, je lui dis d'abord, tu veux un journaliste et ça ne veut rien dire en fait. De quand date cette histoire? Est-ce que c'est encore quelque chose que l'on vous dit aujourd'hui en 2020? On me l'a dit il y a 2 ans. On me l'a dit il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on ne me le dit pas comme ça. Mais les médias disent, et je les comprends, ils disent, et c'est vrai, nous n'avons pas assez dans les rédactions de journalistes noirs. Et c'est vrai. C'est vrai. Et c'est une chose de le dire, d'y réfléchir, de se demander pourquoi, d'aller réfléchir à la question peut-être des quartiers ou de la discrimination, mais ce serait faux de penser que c'est une caractéristique d'un bon journaliste. On s'est beaucoup parlé de composition des rédactions, de sociologie des journalistes et des rédactions. Je vous propose qu'on parle aussi de production en tant que telle et de contenu en tant que tel. Évidemment, je suis très marqué, sans doute vous aussi, par le succès rencontré par le documentaire, la production web, je ne sais pas comment on l'appelle, qui s'appelle Hold Up, qui a été regardé par à peu près 2 millions de personnes en ligne. Qu'est-ce qui... D'abord, première question, vous répondrez dans l'ordre que vous voulez, évidemment, mais est-ce que vous l'avez regardé, vous, ce documentaire? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, selon vous, 2 millions de personnes préfèrent regarder ça plutôt que de lire un article de fact-checking? On peut se dire les choses comme ça. Je pense qu'il y aura l'analyse, à mon avis, plus scientifique de votre part. Moi, ce qui me frappe... c'est comme toujours. C'est pas pour simplifier, mais on regarde ce qu'on a envie de regarder, on écoute ce qu'on a envie d'entendre. Des gens qui ont peur. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup et ils ont 1000 raisons d'avoir peur. Des gens qui n'ont rien compris à la stratégie sanitaire, qui ont été perturbés par tout ce qui s'est passé, qui ont perdu leur job ou qui vont le perdre. Ces gens-là, et il y en a encore une fois beaucoup, raisonnablement se méfient de tout. Et quand on leur explique qu'ils ont raison, plutôt que de leur dire qu'ils ont tort, voilà, ça leur fait du bien. C'est un feel-good movie pour les gens qui vont mal. Et alors c'est dramatique parce que derrière, il y a beaucoup de vérité dans ce documentaire. Ça commence par des vérités, par dire aux gens, voilà, vous n'avez rien compris parce qu'on vous a dit ça, vous avez peur pour telle et telle raison. Et ça amène, parce que c'est le contraire d'un travail journalistique, c'est-à-dire que ça défend une seule thèse, ce qui est le contraire d'un travail journalistique, ça ne vérifie aucune source, et ça fait parler des gens qui n'ont, sous réserve d'autorité supposée, n'ont aucun argument, ça les amène vers un mensonge. Mais c'est très habile. Mais pourquoi ça fonctionne, à mon avis, c'est aussi pour ça. Puis avec la défiance qu'il y a derrière des grands médias. On avait commencé tout à l'heure à se parler de ce poids des médias sociaux ou des caisses de résonance tierces. Dominique Régnier, quel regard vous portez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous marque aujourd'hui, cette place prise dans les productions médiatiques par la consommation de contenu alternatif, on va dire les choses comme ça? Alors, alternatif, moi, spontanément, ça me plaît bien. Je me dis, c'est très bien, ça enrichit l'offre. Là, c'est quelque chose... D'abord, je ne l'ai pas encore vu in extenso. Vous avez posé la question. Je vais bien sûr le regarder in extenso. Je ne peux pas ne pas le faire. J'ai regardé des extraits. J'ai été frappé, et puis j'ai suivi un peu la controverse. Vous avez vu que c'est saturé de musique. C'est très long, 2h40. Et donc, ça signifie aussi que votre esprit ne peut pas être critique
sur la durée, c'est pas possible parce que vous avez vraiment une saturation cognitive. Et puis, vous avez vu que certaines personnes ont porté plainte parce que les propos n'étaient pas les leurs, parce qu'on ne les a pas prévenus, parce qu'on a pris dans un reportage qui existait, un documentaire, des morceaux pour les encastrer dans celui-ci. Donc c'est quand même une affaire un peu curieuse. Mais moi j'y vois vraiment le pire de ce qui va nous arriver si on ne parvient pas à renouer un fil de confiance entre la société et son système de représentation, qui est politique et qui est médiatique. Et j'entends par là, même si il faut qu'il y ait des réseaux sociaux, même si c'est une formidable richesse pour qu'on puisse directement s'exprimer comme on le fait tous, il faut qu'il y ait, par des journalistes professionnels, il faut qu'il y ait une validation des contenus, qu'on puisse savoir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. C'est un business malfaisant, c'est un business de la peur, c'est un business de l'angoisse, et nous sommes dans un monde où ce sera de plus en plus le cas pendant quelques décennies sans doute, mais ça a plein d'effets sur nos démocraties qui sont totalement parasité par cela. On le voit maintenant, on le sait tous. On le voit aux États-Unis, on le voit chez nous. On va le voir d'ici 2022. Je crois que vous parliez dans une tribune récente au Figaro d'hystérisation du débat et du risque d'hystérisation du débat. Oui, parce que les enjeux sont réels et importants, et par-dessus cela, au lieu d'essayer de fournir de l'information, de la réflexion, sans idéaliser ce que nous sommes capables de faire quand on raisonne, mais poser les choses, les mettre à plat, on a au contraire une sorte de radicalisation, de polarisation, on le sait, les effets de bulle, etc. Et donc, on ne parvient plus à la fin, ni même à se parler les uns les autres, ça c'est à peu près programmé, je dirais, dans la structure de cet espace public, et on va vers ce qu'on a vu encore une fois là, aux États-Unis. C'est-à-dire, les États-Unis, c'est pas un dysfonctionnement, hein. C'est la conséquence non ultime, c'est la conséquence la plus avancée à ce jour d'un système démocratique qui a dysfonctionné, en particulier depuis son espace public qui a dysfonctionné, travaillé, sapé même par le chef de l'État, qui a sapé lui-même directement les médias classiques pour faire l'apologie d'une façon directe et brutale de s'adresser à tout le monde. Je ne sais pas comment faire, et je pense que c'est un petit peu sans transition. On va passer de hold-up et de ce tableau assez noir. Avant de conclure, moi j'aimerais bien quand même entendre peut-être une raison d'espérer, un message positif sur cette question de la représentation des médias et de la société. Peut-être que vous avez cette touche d'optimisme, ce qui me semblerait importante après les débats lourds qu'on vient d'avoir et les sujets lourds qu'on vient d'avoir. Moi, je me la pose tous les jours parce que si j'espérais pas, j'irais pas bosser. Effectivement, et tous les jours, je me demande ce qui fait qu'on y retourne. Qu'on retourne dans une école, former des journalistes pour un métier aussi décrié et précaire et difficile. Ce qui fait vraiment clairement que moi j'y crois, c'est les vocations. C'est tous ces jeunes qui postulent dans nos écoles, qui veulent être journalistes, qui passent 2 ans à apprendre un métier en allant tous les jours sur le terrain, refaire leurs papiers, se reposer des questions, se faire engueuler parce qu'au dîner de famille, les médias se font insulter. Ces vocations-là, dans des milieux effectivement très différents sociologiquement, me font penser qu'il y a quand même pas mal de gens qui croient que c'est important l'information. Ça vraiment, j'y crois. Dominique Régnier, une touche d'optimisme. Non, mais moi, je ne suis pas, malgré ce que j'ai dit, pessimiste. Je suis inquiet, c'est pas pareil. Donc, nous avons devant nous des problèmes qui se constituent, qui se densifient. Cela va nous contraindre à les affronter. On ne va pas pouvoir laisser se déployer cette invasion de fausses informations, de fausses nouvelles, de vraisemblables mêlées, comme le disait Julie Joly. On commence par vous accrocher à des vraisemblables, puis on vous embarque dans le mensonge, la désinformation. Nous en souffririons tous. Donc il va falloir se réarmer, se préparer. Ça veut dire l'école, l'université, ça veut dire les médias, bien sûr, mais ça veut dire aussi dans les entreprises et dans les familles. Enfin, c'est tout un travail de mobilisation. Les fausses nouvelles, vous savez, on le sait tous, la grande loi de 1881 a inventé le délit de fausses nouvelles parce que c'est désastreux dans ses conséquences. On peut vous dire que le contenu d'une boîte, c'est ça alors que c'est autre chose et vous êtes empoisonné. Donc tout le monde tient à ce qu'il y ait des vérités. C'est pas comme ça une espèce de vue de l'esprit ou une perception idéologique du monde. Il faut des vérités et il faut sanctionner ceux qui ne disent pas la vérité. Et donc il faut arriver à restaurer cet ordre et cette confiance. On aura, je pense, la nécessité de le faire. C'est ça, en quelque sorte, qui me fait penser que c'est pas nécessairement pessimiste, c'est plutôt d'être confronté à ce réel-là.
Eh ben, je vous adresse un très grand merci à tous les deux pour ces 30 minutes d'échange.